Bonjour à tous. Donc, écoutez, on fait ce webinaire aujourd'hui puisqu'on avait fait un petit déjeuner organisé sur Paris et que, avec les conditions météo, on n'avait pas forcément pu regrouper tous les participants. Donc, on a décidé avec le service communication d'Atoll de proposer ce webinaire, donc dédié à une présentation générale du serveur cartographique GeoServer, en sachant que ça s'adresse donc plutôt à un profil débutant. L'idée, c'est de voir un petit peu le fonctionnement des serveurs cartographiques en général, les flux, les couches d'information, voilà, les possibilités, et que c'est pas de rentrer dans le détail technique du paramétrage d'un serveur cartographique comme GeoServer. Voilà, il y aura vraisemblablement d'autres ateliers. Il y en a d'ores et déjà un qui est prévu, un webinaire plus sur l'aspect administration avec les services REST. Voilà. Pour l'instant, là, l'idée, c'est vraiment de faire un tour d'horizon de la partie, je dirais, présentation, fonctionnalité proposée par l'outil GeoServer, quoi. Donc là, vous avez la possibilité de poser vos questions. On essaiera j'essaierai de répondre dans la mesure du possible en fin de présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à les poser directement sur le pupitre. Donc un petit mot, donc Atoll CD, donc c'est Atoll Conseil Développement, c'est une entreprise de à peu près 100 personnes maintenant. Aujourd'hui, vous avez donc moi, Cédric Darbon, je suis géomaticien de formation, donc je suis à Atoll depuis 2009 et j'ai pris en charge la partie un petit peu expertise SIG et activité SIG au sein de la société, quoi. Et puis Caroline Chanlon, là, qui est à mes côtés, donc qui m'assiste pour la partie présentation, qui est notre responsable communication, quoi. Donc Atoll, une société donc créée en 2000, principalement tournée vers les solutions open source. Le souhait, et puis en tout cas, on fait tout pour essayer de monter, garantir un niveau d'expertise technique et fonctionnelle pour pouvoir, je dirais, travailler dans la durée avec les clients. Une orientation, je dirais, très axée sur, une méthode de travail très axée sur les nouvelles méthodes de conduite de projet telles que l'agilité, tout en gardant, je dirais, une certaine, notre cœur de métier, c'est le développement d'applications métiers. Donc, un réel besoin, une réelle volonté de coller au plus près des besoins des utilisateurs. Puis, une entreprise qui est humaine dans le sens où, il y a beaucoup de... on fait très confiance aux salariés, on laisse une certaine autonomie, une dynamique autour de tout ce qui est problématique, de tout ce qui est facilité pour le télétravail, et ainsi de suite, quoi. Donc, je vous disais plusieurs secteurs d'activité. Donc, la cartographie des SIG qui nous regroupe aujourd'hui. La partie dématérialisation, notamment, on a premier intégrateur Alfresco, donc c'est tout ce qui est gestion électronique de documents et aussi reconnaissance optique de documents. Donc, on est le premier intégrateur de la solution open source Alfresco. L'informatique décisionnelle autour de la suite Pentao, donc BI, donc voilà, tout ce qui est problématique ETL, tableau de bord, big data et ainsi de suite. Les solutions industrielles, donc avec la partie entre guillemets automatisation, palettisation, déploiement de solutions, déploiement de solutions pour l'industrie, et puis une partie entre guillemets plus traditionnelle, mais néanmoins qui reste importante, je dirais, sur tout ce qui est CMS, communication digitale, et site intranet, extranet plus généraliste. Voilà. Voilà pour la présentation de la société. Donc, un petit retour donc sur l'information géographique à Atoll. L'information géographique, elle est là depuis les débuts, hein, donc elle est rentrée entre guillemets dans notre société par la mise en place d'applications un petit peu métiers spécifiques, donc notamment tournées vers le domaine agricole à travers la solution Mes Parcelles, puisque c'est une solution qui équipe maintenant les chambres d'agriculture, donc où il y avait une réelle volonté de pouvoir des chambres d'agriculture de pouvoir avoir une vision sur le parcellaire des agriculteurs et sur l'occupation du territoire. Et puis également à travers, je dirais, des observatoires type observatoire Sondu. Voilà. Donc à l'époque, c'était des technologies qui étaient, qui aujourd'hui sont devenues obsolètes depuis quelques années, mais qui étaient novatrices, quoi. C'était les solutions CartoWeb de nos collègues de Camp to Camp à l'époque. Voilà.
Après, je dirais cette cartographie, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu propagé à tous nos pôles d'activité. Donc que ça soit le CMS, bien évidemment, avec tout ce qui était arrivé de Google Maps, du géoportail ou des choses comme ça, dans des fonctionnalités relativement limitées, certes, hein, parce que bon, ça consistait pour certains cas à simplement proposer un fond de carte géoportail avec le positionnement de quelques puces ou autres. Voilà. Et puis tout ce qui est le BI avec la mise en place chez nous de briques spatiales sur l'ETL, le développement de briques spatiales sur l'ETL Pentao pour qu'ils puissent prendre en compte les types géométrie et ou derrière des plugins, des dashlets pour Pentao pour faire de la représentation de cartes statistiques à partir de SVG ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Et puis côté GED, on a développé un module qui s'appelle MyDocGIS qui permet de pouvoir rattacher des documents à des entités géographiques et voilà, des métadonnées spatiales au niveau des documents GED. Côté technologie, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est très orienté sur la dynamique open source. Donc avec derrière une montée en compétences, alors jusqu'à un certain niveau, hein, voilà, des technologies, enfin qu'une spécialisation encore plus poussée sur certains. Donc autour des clients cartographiques open source type OpenLayers et Leaflet qu'on utilise régulièrement. Donc le choix, voilà, une présentation, enfin un petit déjeuner avait été organisé il y a quelques semaines sur Paris pour expliquer justement un petit peu les comparatifs, enfin, faire la comparaison entre ces deux librairies, avantages, inconvénients, dans quel cas utiliser l'un ou l'autre, voilà. Je ne reviendrai pas dessus. Il doit y avoir enfin, Caroline, tu mettras peut-être le lien vers le support. Voilà. La base de données PostgreSQL PostGIS, incontournable dans le domaine de l'open source de manière générale et encore plus avec le spatial. Donc là, on travaille régulièrement avec la société Auslandia. Voilà. Et puis derrière, après les serveurs cartographiques, donc GeoServer entre autres, mais aussi du MapServer bien évidemment. GeoServer, donc là on travaille typiquement, nous on intègre et puis on déploie chez nous et on sous-traite parfois des installations à des sociétés, des partenaires. On a un partenaire Agari qui est sur Mâcon, qui nous permet de qui nous permet de procéder à ces phases d'installation et ou d'infogérance et ainsi de suite, quoi. Voilà. Derrière, on contribue du coup à la communauté aussi. Donc, on n'est pas juste consommateur de solutions open source et on essaye de contribuer à notre niveau, en sachant que l'idée c'est que voilà, on contribue, mais on contribue de la manière voilà. Si un client nous propose, enfin nous souhaite développer une solution qui pour nous constitue entre guillemets un réel intérêt à exercer, enfin puis s'il le souhaite en version open source, on va faire l'effort supplémentaire pour permettre de reverser ça à la communauté, mais on n'est pas dans la recherche forcément de financement pour pouvoir répondre à une logique de production à tout prix de l'open source. Voilà. Donc c'est plus de l'open source d'opportunité, même si on garde ça tout le temps à l'esprit, mais pas voilà, on n'en fait pas en termes de dépôt, on n'en fait pas un dogme. Voilà. Donc des publications régulièrement, donc soit sur des applications métiers, GitHub, la solution pour les pompiers Remocra, ou alors voilà, les extensions spatiales pour l'ETL Pentao. On en a d'autres sur des dashlets Pentao. On en a pas mal sur la solution Alfresco, de manière générale, quoi, indépendamment de la cartographie, enfin de l'aspect géomatique. Voilà. Je vais faire un petit rappel rapide. Alors, je connais pas forcément les profils de tous les participants sur l'information en général, et puis sur certains aspects qui vont permettre peut-être de mieux faciliter la compréhension du pourquoi, enfin l'organisation du fonctionnement des serveurs cartographiques et de GeoServer en particulier. Donc, juste un rappel sur l'information géographique. Donc, l'information géographique, c'est la représentation d'un objet ou d'un phénomène réel ou imaginaire, présent, passé ou futur, localisé dans l'espace et à un moment donné. Donc, voilà. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Wikipédia. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça me semble assez représentatif, en tout cas moi, de ce que ça représente pour moi. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on est amené à représenter sous une forme, sur un espace, c'est clair, je ne vais pas revenir dessus. Dans les SIG, traditionnellement, on a cette organisation
je dis traditionnellement, ça peut être un petit peu différent dans certains. Voilà, mais on a cette organisation, voilà, d'organisation, enfin en couche, voilà, qu'on retrouve régulièrement dans tous les outils, que ce soit les outils web. Vous allez sur le géoportail de l'IGN, vous allez retrouver cette notion de couche, vous allez dans nos applications métiers retrouver cette notion de couche, vous allez dans Google, vous allez retrouver cette notion de couche. Voilà, donc on a vraiment je dirais un découpage un petit peu je dirais de ce qui est à représenter, que ce soit un phénomène physique, enfin que ce soit un élément physique du territoire, une forêt, un cours d'eau, un immeuble plus abstrait, une limite, une frontière administrative ou autre. Voilà, essayer de représenter ça en couches. Donc ces couches, sachant qu'elles sont organisées en type vectoriel. Donc c'est-à-dire qu'on va décrire l'information par une suite de coordonnées géographiques dans un système de projection, enfin un système de coordonnées. Voilà. Ou alors, l'information type matricielle, ça va être une orthophoto, ça va être je dirais un modèle numérique de terrain. Voilà, donc quelque chose qui est sur lequel en fait on découpe, enfin on représente l'information sous forme entre guillemets de grille, et à chaque valeur de la grille, on associe une ou plusieurs valeurs, quoi. Voilà, selon le type de stockage. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, à partir du moment où on représente cette information, on va en déduire un certain nombre de modes de stockage de l'information. Donc ces informations, ces modes de stockage et ces formats qui doivent être en mesure d'être, enfin qui doivent être pris en charge. Voilà. Et puis les outils un petit peu plus entre guillemets qui viennent se greffer sur ces systèmes, type Esri, ArcSDE, pour pas les citer, qui permettent de stocker des géométries ou des rasters dans des champs de base de données dans un format un peu propriétaire. Voilà. Typiquement, quand pour faire, enfin, j'en reviendrai tout à l'heure, mais sur les modes de stockage, notamment dans PostgreSQL, PostGIS. Donc ça, c'est des bases de données, je dirais, qui sont partagées, multi-utilisateurs, qui sont là pour supporter de gros volumes de données, un nombre important de connexions en termes d'utilisateurs, et qui permettent aussi, je dirais, de procéder à des traitements, notamment des traitements de requêtage spatial, assez importants, enfin assez performants. Voilà. Parallèlement à ça, on a un stockage dans des bases de données type fichier. Donc, c'est tout ce qu'on va, je dirais, toutes les petits formats, enfin, entre guillemets, les mini bases de données, les bases de données embarquées, entre guillemets, enfin, qui sont souvent utilisées pour être embarquées sur des PC, sur des smartphones, et ainsi de suite. Les fichiers plats courants que vous utilisez tous, donc les fichiers type Esri et Shapefile, qui, même si c'est pas une norme, c'est quand même devenu c'est quand même devenu un standard d'échange. Les fichiers mapinfo, les fichiers dédiés à la DAO, CAO-DAO, les fichiers XML qu'on connaît, GML et puis le format KML de Google. Et puis les formats textuels, donc pour le vectoriel, les formats EDIGEO utilisés par la DGFiP Cadastre, format CSV et le format de WKT, en fait, qui est une représentation textuelle de géométrie, qu'on retrouve en fait, qu'on peut extraire facilement des bases de données spatiales type Oracle ou même plus petites type fichier. Voilà. Et puis les formats matriciels, donc il y en a pléthore. Hein, donc il y a les formats courants TIFF, GeoTIFF, JPEG et ainsi de suite, qui contiennent de l'information de géocodage ou pas, notamment pour le GeoTIFF, ou derrière ont des fichiers associés, des fichiers TFW ou des choses comme ça. Les formats propriétaires, qui sont plus ou moins nombreux. Et puis les formats texte, pour n'en citer qu'un, le format ASCII, le format SC, qui permet de transférer de l'information maillée, quoi. Voilà. Et puis derrière, un autre mode de stockage, qui peut être la pyramide de fichiers, qui est utilisée notamment, typiquement pour tout ce qui est généré, tout ce qui est cache. Les caches d'images à différents niveaux, quoi. Voilà. Bon, j'ai mis un petit peu à part parce que c'est plus une conséquence d'utilisation d'autres sources d'informations. Voilà. Enfin, en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que il y a une multitude de formats, il y a une multitude de possibilités de modes de stockage, et que, à un moment donné, les serveurs cartographiques, ils vont devoir prendre en charge à minima certains formats pour permettre d'être suffisamment souple pour proposer la diffusion de l'information géographique. Donc les serveurs cartographiques, je vous disais, des données stockées dans différents modes, formats, donc
données maillées, données vectorielles, stockées dans les bases de données, stockées dans des fichiers PA. Des données qui peuvent provenir aussi également d'autres services externes, typiquement que ce soit des services WMS ou des services WFS. Enfin, on verra tout à l'heure plus exactement à quoi ça correspond, mais typiquement quelque chose qui ne sont pas forcément stockées en local sur le serveur qui va diffuser l'information. Des styles, donc une représentation en couches. Voilà, des couches d'information, cette notion de couches qui permettent de décrire le territoire et ou des phénomènes, et voilà. Et puis derrière, des styles, et puis des métadonnées qui vont permettre de fournir un certain nombre d'informations sur qui publie la couche d'information, quelles sont les règles à appliquer, les confidentialités, et ainsi de suite, quoi, voilà. Qui contacter, voilà. Donc tout un tas d'informations qui font que cette information géographique qui est au départ une information voilà, stockée dans un endroit, on va la rendre accessible à travers des flux qui vont pouvoir être utilisés à travers des outils SIG bureautiques, QGIS et autres, enfin, outils libres ou propriétaires, selon des services entre guillemets normés, et ou à travers des applications type web mapping, ou alors même d'autres services. Typiquement, ça peut être un ETL qui va aller se connecter à un flux WFS pour aller récupérer des informations. Ça peut être voilà. Donc j'ai pas parlé volontairement ici, je n'ai pas mis le WPS. Bon, c'est des choses qu'on abordera potentiellement tout à l'heure, mais voilà, sur le Web Processing Service qui permet de fournir non pas forcément de la donnée, mais qui permet de réaliser des traitements spécifiques en fonction de paramètres. Voilà. On va aller un peu plus loin justement donc dans ces serveurs cartographiques. Donc l'idée aujourd'hui c'est de commencer de parler spécifiquement de GeoServer. On ne peut pas parler de GeoServer sans évoquer les deux autres, enfin principaux serveurs open source du monde libre que sont MapServer. Donc voilà, MapServer qui est utilisé aussi dans pas mal de projets Atoll, notamment sur les projets pour les champs d'agriculture, les parcelles. Donc qui est écrit en C, qui exploite des librairies qui sont reconnues, que vous utilisez régulièrement tous, voilà, qui s'appellent GEDAL, OGR, Prochefort, enfin des choses comme ça. Il n'y a pas d'interface d'administration, en tout cas pas d'interface d'administration officielle, donc tout se fait à travers la configuration de fichiers Mapfile, et puis il n'y a pas de prise en compte du format Web Feature Service transactionnel. Donc, il faut passer par d'autres outils pour pouvoir, entre guillemets, permettre, entre guillemets, à un outil externe de pouvoir faire rentrer de l'information via ce protocole dans des bases de données ou fichiers. Voilà. QGIS Server, donc le petit dernier, donc qui lui est en fait a l'avantage de fonctionner vraiment de pair avec le client bureautique QGIS, quoi. Pour l'instant, il semble être un petit peu moins performant, voilà. Et puis, tout se fait depuis l'outil bureautique. Donc là, j'invite à contacter nos partenaires Auslandia pour ceux qui veulent plus d'informations là-dessus. Nous, voilà, on a connaissance, on a testé un petit peu. On n'a pas forcément souhaité monter en compétence pour l'instant dessus, quoi. Voilà. Et puis GeoServer, donc, qui est l'outil dont on va parler aujourd'hui plus précisément. Alors, je vous le rappelle, hein, l'idée, c'est pas de devenir un expert de GeoServer à l'issue de ce travail. C'est vraiment de connaître, grosso modo, les grands principes d'utilisation et ce qui permet de proposer, quoi. Voilà. Donc avant de rentrer sur GeoServer, voilà un petit rappel. Quand on parle de service web, voilà, et qu'on parle de flux, voilà, on répond à un moment donné on doit respecter un certain nombre de protocoles qui sont mis en place par l'informatique, je dirais de manière générale. Donc avec le protocole HTTP qui permet de faire circuler de l'information, enfin un des protocoles qui permet de faire circuler de l'information via le réseau Internet, quoi. Voilà, donc on va essayer les services cartographiques vont respecter, voilà, vont utiliser ce protocole pour permettre de proposer des services qui permettent de diffuser de l'information géographique sous différents formats, sous différentes normes. Ces normes étant des choses qui ont été définies, notamment au sein de l'Open Geospatial, qui définit des standards. Donc l'avantage de ces processus-là, c'est que derrière, quand on va développer un outil cartographique, qu'on a ce standard, si on répond à ce standard, on est capable de pouvoir interroger voilà, les services cartographiques de manière générale. Quand vous allez sur le site IGN Géoportail, vous avez des choses qui répondent à des normes. C'est la norme WMS, la norme WMTS, la norme WFS. Voilà, c'est des choses dans QGIS. Vous pouvez vous connecter au Géoportail avec des clés, des codes d'accès. Demain, vous pouvez vous connecter à d'autres services voilà, qui répondent à ces systèmes-là, enfin qui permettent qui proposent ces flux et ces services-là, quoi. Voilà. Donc les services principaux actuellement, donc les services principaux, c'est le service, c'est les services Web Map Service WMS. Donc c'est un service qui compte à partir d'une requête de type voilà, ou sur lequel on va dire je veux afficher telle couche pour que ça corresponde à un rectangle d'emprise, donc une échelle
l'image qui correspond à ça, moyennant un style donné. Donc, c'est-à-dire que typiquement, je veux l'équivalent de faire un zoom, si vous voulez. Je demande au serveur distant, GeoServer ou autre, de faire l'équivalent d'un zoom sur une emprise en représentation avec une analyse thématique donnée et me retourner l'image au format PNG ou JPEG ou ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc, c'est une requête type HTTP, comme je vous le disais, qui contient un certain nombre de paramètres. Voilà, donc ça, c'est des choses comme ça. Et quand je clique dessus, donc du coup, ça me retourne. Voilà, donc là, je vais interroger un serveur cartographique qui est hébergé sur ma machine locale, mais qui me retourne bien une image. Donc, je n'ai pas toute la France, parce que vraisemblablement, vous voyez le paramètre ici, Bbox, qui correspond à l'emprise géographique, ne couvre pas toute la France. Voilà. Je lui ai dit que je voulais une image de 600 pixels par 500. Voilà. Donc ça, c'est pas des choses qu'on va évidemment rédiger manuellement dans le navigateur. C'est des choses que les applications comprennent et vont générer, ces URL vont générer, QGIS va générer automatiquement ça. Si je commence à être en panne de batterie aussi, ça... On ne va pas y arriver, voilà, c'est bon, c'est corrigé. Donc, c'est des choses que les outils vont être en mesure de proposer, voilà, de générer automatiquement, que ça soit des OpenLayers, Leaflet ou QGIS, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le premier type de requête, c'est le type getMap. Pour pouvoir faire ce type de requête-là, il faut être en mesure de savoir ce que le serveur nous retourne. Donc, c'est le type getCapabilities. En gros, on va interroger le serveur en disant « Dis-moi les couches d'informations auxquelles j'ai accès ». Donc, typiquement, quand on va dans l'outil PIS, si je me connecte ici à un service WMS, c'est celui-là, voilà. Donc ici, je me suis mis un serveur local. Si je l'édite, vous voyez ici, donc c'est mon adresse. Donc on pourrait avoir ici, ça pourrait être wms@tolcd.com s'il existait ou ainsi de suite, quoi. Voilà. J'ai pas à m'authentifier pour ce service. Et donc du coup, je lui demande en se connectant, quand je clique sur connexion, il me liste en fait la totalité des couches auxquelles j'ai accès, enfin qui propose, avec des métadonnées ici à minima, voilà, un titre, parfois un résumé, et ainsi de suite, quoi. Et derrière chaque couche, vous voyez, on a la possibilité d'avoir l'équivalent entre guillemets de sous-couches qui correspondent en fait au niveau du serveur cartographique à des représentations possibles, donc entre guillemets des styles. On verra tout à l'heure cette notion de style. Et donc du coup, derrière, si par exemple je demande à choisir, voilà, à récupérer la couche bâti-cadastre, donc là je suis sur alors je dois être sur une zone assez importante peut-être. Voilà, je ne sais plus. On va relever. Hop. Voilà. Donc ici, on a une couche d'information. Donc à chaque fois que je fais un zoom, il y a une requête qui est faite au niveau du navigateur. Donc évidemment, voilà, il faut plus le nombre d'objets à représenter est important, plus la requête peut potentiellement mettre du temps. Donc il y a une optimisation à faire aussi côté serveur, sur les index, sur tout un tas de choses. Voilà. Bref, je vais revenir sur notre document. Donc du coup, cette requête type getCapabilities, en fait, c'est un fichier XML que ça retourne et qui permet, voilà, de retourner un certain nombre d'informations, vous voyez, qui sont comprises par les outils SIG ou les librairies SIG. Et dedans, on retrouve des informations de métadonnées. Vous voyez ici des contacts qui s'occupent du serveur, où est-ce qu'il est situé, et ainsi de suite. Les codes PSG, donc les codes, en fait, les systèmes de projection dans lesquels il est capable de reprojeter l'information. Si vous êtes dans QGIS, que vous êtes en 2050, en Lambert 93 par exemple, et que derrière, l'information qui est stockée en base ou dans le fichier, elle est en 4326, en WGS 84, en Web Mercator ou dans d'autres systèmes, Lambert CC ou autres, si derrière le système de projection est listé ici, il va être en mesure de reprojeter l'information pour pouvoir reprojeter dynamiquement en Lambert 93. Donc, c'est le serveur cartographique qui prend en charge cette opération. Voilà. Donc, ici, il y en a pas mal dans GeoServer. Enfin, bon, voilà. Et puis, derrière, vous avez tous les styles, toutes les couches. Donc, ça s'appelle layer, hein, toutes les couches avec un certain nombre d'informations qui sont l'équivalent de ce qui est listé ici, quoi. Voilà. Et puis le getFeatureInfo, donc qui est le troisième type de requête. Donc on a vu le getCapabilities
qu'est-ce qui est capable de me fournir le serveur en termes de flux WMS. Le getMap, c'est retourne-moi l'image de la carte avec un style donné sur une emprise donnée. Et le getFeatureInfo qui va retourner, entre guillemets, les informations attributaires et ou liées à la maille, liées à un clic sur la carte. Donc là, on est en coordonnées écran, c'est-à-dire que si j'ai une image de 600 pixels par 600 pixels, quand je clique, il va aller retrouver derrière l'information. Oula, hop, je suis parti où? Voilà. Il va aller retrouver l'information aux coordonnées X et Y 50 de l'image ici, et derrière, il va convertir ça en coordonnées géographiques pour me retourner l'information sur la couche département. Voilà. Et l'information, ici, j'ai demandé à ce qu'elle soit retournée au format GeoJSON. Donc, cette information GeoJSON, on peut, derrière, l'utiliser dans une librairie type OpenLayers pour afficher une tooltip ou ainsi de suite, quoi. Voilà. Quand je clique ici avec le bouton I sur la couche bâti cadastrale en WMS de mon QGIS, je fais, il va me le renvoyer au format HTML. Vous voyez, je peux l'avoir au format texte HTML. Voilà. C'est la même requête, c'est une requête de type getFeatureInfo. Voilà. Donc ici, vraisemblablement, j'ai un problème d'encodage. Voilà, mais il me renvoie juste le type de bâtiment, si c'est du bâti dur ou du bâti léger, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour le service WMS. On a également le service WFS. Donc, le service WFS, Web Feature Service, lui, il va me retourner des entités vectorielles. Donc, le principe est le même. Hein. On va avoir des get capabilities qui vont retourner, entre guillemets, quelles sont les couches d'information qui sont accessibles. On va avoir la description, entre guillemets, de la couche, enfin, des attributs, et puis l'information sur une feature, sur un objet en particulier. Donc, si je me connecte ici dans QGIS et que je veux afficher typiquement une couche WFS, donc je vais ici choisir donc le type WFS. Non, alors ça c'est pas ici, voilà. Donc j'ai mon serveur local, c'est le même serveur. Je vais me connecter. Donc là, il analyse les capabilities et il me retourne un certain nombre d'informations. Donc là, je vais essayer de voir les parcelles cadastrales. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'elles sont ici? Voilà. Donc là, il est capable de me retrouver l'équivalent de la... voilà. Donc, il va charger... voilà. Donc, évidemment, ça peut être plus ou moins long. Donc, il faut vraiment faire attention quand on utilise ce protocole. Parce que là, quand on travaille sur une table où il y a tout le cadastre de code d'or, voilà, ça peut être un peu long. Donc, il y a des stratégies à mettre en place. Il faut bien analyser, en fait, quand on va utiliser les flux, savoir si on a intérêt à utiliser du WMS, du WFS, en fonction de ce qu'on souhaite faire, enfin, de l'usage de la couche, quoi. Si on est uniquement en mode représentation, voilà, on va peut-être pas utiliser ce protocole-là, quoi. J'aurais peut-être dû utiliser une limite sur le nombre de features. On va faire annuler, parce que sinon, j'ai peur que ça me plante mon dispositif. Voilà. En utilisant la couche I, ce qui va pouvoir utiliser. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'étais un petit peu trop gourmand avec QGIS. On va l'éteindre. Non, il n'est pas planté. Non, on va basculer sur le reste. Voilà, donc la possibilité d'afficher de l'information vectorielle dans des outils. Ici, là, ce truc-là. On va y arriver. Voilà. D'afficher des flux doubles, donc des flux vectoriels. Il y a également un autre protocole que je n'ai pas mentionné ici, qui est le Web Coverage Service, en fait, qui consiste à demander au serveur cartographique de proposer des flux, entre guillemets, bruts. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un modèle numérique de terrain et que vous souhaitez le diffuser en tant que modèle numérique de terrain avec les données derrière qui correspondent à une valeur d'altitude, vous avez ce protocole-là, quoi. Le WMS, en fait, c'est une image de type, ça retourne une image qui peut être issue d'une source vectorielle et ou matricielle. Par contre, derrière, si vous voulez vraiment transmettre de l'information qui peut être exploitée sous format données maillées, un modèle numérique de terrain, par exemple, vous pouvez le faire avec ce protocole-là. Et GeoServer le permet aussi.
Donc GeoServer. Donc là, GeoServer, le serveur cartographique open source du monde Java, donc qui est entre guillemets qui repose sur l'exploitation de librairies reconnues. Donc on va retrouver les librairies GeoTools qui sont reconnues, la librairie JTS enfin Java Topology Suite pour un certain nombre de traitements cartographiques, faire des buffers ou des choses comme ça. Enfin voilà, donc c'est un serveur qui a l'avantage de disposer d'une interface d'administration, contrairement à MapServer qui n'a pas d'interface officielle. Et puis il a aussi une documentation qui est quand même très 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 complète. Donc à la fois sur la partie administration, mais aussi sur la partie style. Parce qu'on verra que ça fait peut-être partie des points un petit peu délicats quand on souhaite faire de la représentation, création des styles, enfin des analyses thématiques ou des styles au sens cartographique dans GeoServer. Voilà. Donc, il peut être téléchargé. Alors, il y a soit des installeurs pour ceux qui veulent le tester, des installeurs tout prêts pour Windows. Il y a des archives pour Linux. Il y a tout un tas de modes de mode d'installation ou de déploiement. Alors pour test, après évidemment en production, il faut faire appel il faut se documenter pour pouvoir paramétrer, configurer le serveur correctement, l'optimiser et ainsi de suite, sécuriser. Voilà, mais en tout cas pour ceux qui veulent tester ça directement sur un poste local, comme moi j'ai pu l'installer sur mon poste, il n'y a aucune difficulté de déploiement, quoi. Voilà. Il y a un certain nombre d'extensions aussi qui sont proposées, donc qui permettent d'étendre les fonctionnalités natives de GeoServer, notamment typiquement à partir des formats. Nativement, il va prendre la connexion à une base PostGIS, il va prendre les connexions à un fichier shapefile, ainsi de suite. Si demain, et vous avez besoin de vous connecter à un Oracle spatial, à un SQL Server, il y a des extensions qui existent. Pareil pour les formats raster, quoi. Et puis d'autres extensions plus diverses, quoi. Dans GeoServer, on a une notion d'organisation, dans lequel en fait on va pouvoir, si vous voulez, on va avoir un espace dans lequel on va pouvoir ranger tout un tas d'informations, quoi. Donc c'est une notion d'espace de travail. Donc l'espace de travail, en gros, c'est l'équivalent d'un dossier, quoi, dans lequel on va référencer des adresses vers des sources de données des sources d'informations géographiques qui sont des tables ou des fichiers ou autres. Ces sources d'informations vont permettre derrière de publier des couches d'informations, mais aussi on va pouvoir stocker des styles cartographiques qui vont pouvoir être mobilisés pour une couche, pour pouvoir représenter. Typiquement, on va pouvoir avoir éventuellement en cas concret une couche, un entrepôt de données qui va s'appeler cadastre, donc qui va correspondre à une base de données PostgreSQL PostGIS, donc dans lequel on aura plusieurs tables. Une table des parcelles, une table du bâti, une table des sections cadastrales, une table potentiellement des axes de voirie, une table des subdivisions fiscales et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc tout un tas de tables qui vont contenir une information géographique de type vectoriel. Et puis derrière, on va vouloir éventuellement faire une représentation sur des parcelles, en fonction ou des bâtiments en fonction du type, en fonction du type de bâti, si c'est du bâti dur ou du bâti léger. Donc là, on va créer un style spécifique, pour le bâti qui va dire, en fonction de l'attribut type de bâti, tu m'affiches le bâtiment en gris foncé pour le bâti dur et puis en gris clair pour le bâti léger, quoi. C'est un exemple, voilà. Donc tout simplement, avec cette organisation, on va pouvoir piloter entièrement le GeoServer. Donc, avec cette notion, je vous disais, d'espace de travail. Dans un espace de travail, on retrouve des entrepôts. Dans les entrepôts, on peut publier des couches. On va le voir tout de suite après. Et puis, on peut publier des styles. Donc, cette interface de GeoServer, on va y accéder tout de suite. Voilà, ici. Donc là, j'étais dans ma JSON, XML. Voilà. Donc, l'interface d'administration est accessible à une URL particulière. Et évidemment, on sécurise les accès pour pouvoir accéder à l'interface d'administration. Et donc, du coup, on a un certain nombre de choses. Donc, je vous disais, on retrouve ces notions d'espace de travail ici. Et pour chaque espace de travail, on va avoir la possibilité d'en créer plusieurs déjà. Et puis, pour chacun, on va avoir la possibilité donc de renseigner un certain nombre de choses.
comme les services, typiquement les web services que GeoServer doit être en mesure de proposer. Donc, vous retrouverez bien le WMTS, le Web Coverage Service, WFS et le WMS. Donc, le WMTS, pour information, j'en ai pas parlé, ça consiste à proposer de l'information tuilée, tel que elle peut le proposer. Alors, c'est pas forcément ce protocole-là qui respecte Google, mais les tuiles Google ou mais tout simplement le géoportail à travers ces flux WMTS, BD Ortho qui sont proposés dans des systèmes de projection qui sont le Web Mercator ou le Lambert 93 pour certaines couches, quoi. Voilà. Donc c'est une norme entre guillemets de publication de flux tuilés. Donc c'est-à-dire qu'en fait on prépare toutes les petites imagettes à l'avance qui permet de gagner énormément, enfin d'être beaucoup plus efficient pour la diffusion d'informations, quoi. Voilà. Donc j'espère que je suis pas trop simpliste dans mes explications. Bon, je vous dis c'est vraiment la présentation, un tour d'horizon rapide, des solutions, de la solution GeoServer. Donc voilà, donc l'espace de travail, on va pouvoir configurer un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est les métadonnées qui vont apparaître dans le fichier XML du Get Capabilities, mais aussi donc du coup pouvoir les comprendre dans les outils, les récupérer dans les outils qui exploitent ces flux, quoi. Voilà. Donc, dans cet espace de travail, on va pouvoir ajouter des entrepôts de données. En fait, c'est des liens vers des bases de données ou vers un espace du file system qui contient des couches d'informations. Donc, vous voyez ici, quand je clique sur ajouter un entrepôt de données, eh ben, on retrouve bien les catégorisations que je vous ai présentées tout à l'heure. Les données type vectoriel ou les données de type image. Si demain vous voulez publier une table du cadastre, comme je vous le disais, vous allez choisir de vous connecter à une base PostGIS et vous allez créer un entrepôt de type PostgreSQL PostGIS avec, vous allez le nommer, vous allez dire quelle est l'URL du serveur de base de données, ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc typiquement, je dois en avoir un qui doit être ici. Voilà. De données, espace de travail dans l'entrepôt, parce que je peux l'éditer là. Ah, c'est marrant ça, je peux pas l'éditer. Si, voilà, je sais pas où j'étais. Voilà. Donc ici, typiquement, je me suis connecté à une base de données démo MVT dans le schéma GeoFLA et derrière, je sais que je vais retrouver toutes mes couches communes, départements et ainsi de suite, quoi. Voilà. C'est de type PostGIS. Ici, j'ai un type shapefile. Voilà, donc c'est un entrepôt de type shapefile où je vais lui demander de pointer vers un répertoire. Voilà, donc c'est un test de BD topo. Voilà, pour une liste de communes. Et donc je peux préciser, vous voyez ici l'encodage des données du fichier DBF associé. Donc, vous voyez, on a des entrepôts de données, donc, et puis sur lesquels, donc ici, typiquement, quand c'est un shapefile, un entrepôt de données correspondra à une seule couche d'information. Quand c'est le cas d'une base de données, je vais pouvoir accéder à toutes les tables spatiales, qui contiennent des types géométrie ou raster pour afficher les informations. Ici, j'ai un type image mosaïque qui correspond en fait à un entrepôt de type raster. Voilà, donc c'est un modèle numérique de terrain, c'est le modèle de l'IGN à 75 mètres qui est disponible gratuitement. Voilà. Donc ces entrepôts, après derrière, qu'est-ce qu'on va en faire? Évidemment, on va aller publier des couches d'informations. Donc derrière ces couches d'informations, voilà, donc là les entrepôts, rappel. Donc rapide, je n'avais pas présenté la slide, mais je les ai présentés dynamiquement. Donc ces couches d'informations. Donc une couche d'information, donc on va aller taper dans les entrepôts. Et une couche d'information va devenir donc du coup une information accessible à travers un flux. Donc quand on publie une couche, il nous demande dans quel entrepôt aller puiser. C'est typiquement, voilà, j'ai été chercher mon modèle numérique de terrain, la couche je l'ai déjà publiée. Ici, je les ai toutes publiées aussi. Voilà, bon, c'est pas grave. Bon, on en a édité une à nouveau. Donc, c'est la couche commune issue de mon fichier shapefile. Voilà, et donc on a un certain nombre d'informations qui nous sont demandées. Donc, on peut mettre ici donc le nom de la couche. C'est le nom qui apparaîtra derrière dans l'interface QGIS, ici, quand je vais interroger mon service WMS, donc dans le Get Capabilities. Je vais le retrouver. Donc, c'est ce nom-là, typiquement, voilà, ici, Cadastre bâti. Le titre,
c'est les choses, on retrouve ce qu'on retrouve ici, et le résumé, c'est ce qu'on retrouve typiquement, pour prendre l'exemple de QGIS ici, quoi. Voilà. Donc typiquement, si vous savez, voilà, à travers l'interface, vous renseignez ces informations, ces métadonnées, elles seront directement accessibles dès lors que le service est connu et public ou même après authentification. Elles seront directement comprises par l'outil SIG bureautique, voilà, qui a décidé d'implémenter cette fonctionnalité, bien évidemment, ce qui est le cas de QGIS, quoi. C'est l'avantage justement de procéder à un standard, quoi. Voilà. Donc cette couche d'information, elle peut être, donc je vous disais, type voilà, type shapefile ou type base de données. Et puis derrière, automatiquement, on définit une emprise, donc un système de projection qui est le système de projection natif. Donc là, typiquement, j'ai mes données qui sont stockées dans ma table PostgreSQL en Web Mercator. Donc si je vais ici, donc je suis dans GeoFLA, vous voyez, donc j'ai ma table, donc je ne sais plus, c'est commune point, je crois. Voilà, j'ai ma table commune point, qui correspond à des emplacements approximatifs de communes. Donc j'ai ma colonne, je retrouve bien ma colonne de type géométrie, qui stocke en fait l'information géographique. C'est ce type-là qui est compris par GeoServer, qui est compris par QGIS, qui est compris par les outils SIG qui sont en mesure de se connecter à ces bases de données et à comprendre ce type, entre guillemets, ce type de colonne. Donc j'ai un type point et je stocke l'information en 3857, donc c'est le Web Mercator, quoi, voilà. Donc, et lui, donc automatiquement, GeoServer va reconnaître la structure de la table et la proposer. Voilà, et la proposer ici. Donc vous retrouvez cette information voilà, à cet endroit, quoi. Vous avez la possibilité de proposer, de mettre ici, quand vous publiez une couche, de dire soit de faire appel directement à une table, soit de proposer directement de saisir une vue, quoi. Donc la possibilité de pouvoir créer, voilà, de pouvoir créer un nouveau type d'objet ou de pouvoir créer une vue. Alors on va prendre une vue. Pour créer une vue, il faut prendre au moins du SQL, voilà, de configurer une nouvelle vue SQL. C'est-à-dire que typiquement, si vous êtes dans un cas de figure où vous avez un modèle relationnel avec une table, par exemple, des parcelles et puis une table des propriétaires ou autre, et que vous souhaitez mettre le nom avec un lien, une clé étrangère entre la parcelle et le propriétaire, et que vous souhaitez mettre le nom du propriétaire au niveau de la parcelle, vous pouvez faire une jointure avec un left join ou un join entre les deux tables. Et du coup, vous écrivez votre requête SQL dans cette interface en mettant bien la colonne géométrie et les colonnes que vous souhaitez voir apparaître. Et du coup, automatiquement, en fait, ça permettra d'afficher l'information que vous souhaitez diffuser, quoi. Notamment dans le cadre du get feature info ou du fichier WFS, quoi. Voilà. Enfin, ou du flou WFS. Je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà. Mais vous pouvez aussi très bien créer votre vue côté base de données et référencer votre vue ici, hein. C'est tout à fait possible. Il y a plusieurs solutions qui existent. L'avantage typiquement de la vue également SQL, c'est qu'elle peut prendre en compte des paramètres. C'est-à-dire que si vous mettez des paramètres de type, comment dire, par exemple, si vous mettez un numéro de département en paramètres et que vous souhaitez afficher les communes, vous allez pouvoir passer dans l'URL. Donc ça, c'est en complément, notamment dans le cadre du développement d'applications, entre guillemets, type extranet ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir passer des paramètres dans l'URL getMap qui vous permettront à GeoServer de filtrer l'information qui est en sortie, quoi. Voilà. Ou dans le WFS aussi, quoi. Donc c'est des choses qui permettent en fait le fait de pouvoir passer ces paramètres permettent d'affiner le rendu, la restitution du flux, quoi.